Alors, courte introduction à cette vidéo qui est une interview pour un grand média international, principalement basé en Afrique. La question c'était est-ce que vous pourriez parler du nouveau missile nucléaire balistique stratégique russe qui s'appelle Sarmat, mais que l'Europe appelle Satan 2. Donc vous allez voir, intéressant, leurs questions sont intéressantes. J'espère que mes réponses vont également vous parler. Comme à chaque fois, eh bien, ça permet d'ouvrir d'autres portes en fait. Ce qui se passe en Iran, ce qui se passe en Palestine, mais également la visite de Trump chez Xi Jinping à Pékin et dans quelques jours la visite de Poutine chez Xi Jinping. Alors évidemment, il ne faudra pas comparer les détails de la réception, puisque l'idée des Chinois, c'est pas d'humilier Donald Trump, c'est une très mauvaise idée d'humilier quelqu'un qui a un ego disproportionné. L'idée des Chinois, c'est d'insister sur le caractère extrêmement stratégique de leur relation avec la Russie, mais également le respect qu'ils ont des États-Unis, pas tellement en tant que partenaire fiable, quel que soit le domaine, mais plus en tant qu'acteur extrêmement important de la scène politique internationale. Au cours des dernières semaines, je vous rappelle que les Américains ont déclenché énormément de guerres. Alors Donald Trump se vante d'être quelqu'un qui a réglé les choses, des paix, mais on se rend compte au fur et à mesure que tout ça est complètement faux. Alors je pourrais évidemment dans cette vidéo vous parler du nouveau virus. Je l'ai fait dans des lettres sur mon Substack, ce fameux hantavirus. Et puis en parallèle, on nous annonce que Ebola redémarre en Afrique, etc. etc. J'aimerais bien pouvoir vous parler plus en détail de ce qui vient de se passer encore ces derniers jours à Jérusalem, avec une violence incroyable des Israéliens envers les Palestiniens qui vivent encore là-bas. Et tout ça dans l'indifférence des médias. Au contraire, puisqu'on a là vraiment un comportement apartheid, un comportement colonisateur, un comportement véritablement insultant pour ce qui devrait être l'humanité. Mais la préoccupation, en tout cas en France, c'est de lutter contre les nouvelles formes d'antisémitisme. Donc on se demande s'ils vivent dans le même monde que nous, dans un monde où on voit ce qui s'est passé à Gaza, ce qui s'est passé en Iran, ce qui se passe en ce moment au Liban, mais ce qui se passe d'ailleurs toujours à Gaza, où il y a des restrictions énormes. D'ailleurs, on n'entend pratiquement plus parler des pauvres Palestiniens. Voilà. Autre raison d'avoir un peu d'espoir, c'est qu'à Washington, un juge a considéré que les sanctions prises contre Albanese, Francesca Albanese, n'étaient pas conformes au droit américain, donc il a cassé ses décisions, sachant qu'il ne s'agit que de décisions, encore une fois, du type celle qu'on aura en France avec la loi sur les nouvelles formes d'antisémitisme. Qu'est-ce qu'avait fait Francesca Albanese? Elle avait juste dit, mais il faudrait peut-être que la Cour internationale de justice, la CPI, soit beaucoup plus sévère envers ceux qui agissent et ceux qui déclenchent crimes de guerre, crimes contre l'humanité, ce qu'elle appelle fort justement sans doute un génocide à Gaza, une colonisation, un régime apartheid d'Israël. Je vous rappelle qu'Israël a également bombardé massivement aux côtés des États-Unis, et il semble qu'ils aient incité les États-Unis à le faire. L'Iran bombarde quotidiennement le Liban, bombarde quotidiennement l'Irak, et a bombardé depuis des années la Syrie et continue. Donc c'est un État qui est complètement hors droit international, hors de tout. Et donc je pense que ça a été un des sujets de discussion de Vladimir Poutine avec pas Vladimir Poutine, de Xi Jinping avec Donald Trump. Donc on va voir, alors c'est toujours amusant de lire les déclarations intempestives de Donald Trump qui essaie sans cesse d'utiliser le vocabulaire. Je pense qu'il est très loin des talents de négociateur qu'il aurait pu avoir s'il avait vraiment été un homme de paix. Il a prouvé qu'il était un homme de guerre, un homme de trahison, un homme de mensonge,
un homme de boulimie d'ego. C'était complètement incroyable de voir qu'il était avec une cohorte d'hommes d'affaires en Chine. On avait l'impression que c'était le World Economic Forum et pas une délégation politique qui était là pour parler de la situation de crise dans le monde. Et d'ailleurs, Xi Jinping le rappelait. Il disait mais on est vraiment là pour parler de ces choses-là. Alors pour Trump, en fait, tout se règle autour de business et d'un contrat. Mais la référence à Thucydide qu'a faite Xi Jinping montre que c'est nettement moins simple. On est vraiment à un moment de rupture totale de ce qu'a été la stabilité, une certaine forme de stabilité dans le monde. Je développe ça dans ma nouvelle lettre Substack d'hier. Pas mal de lettres Substack. J'ai moins fait de vidéos au cours des derniers jours, d'une part parce que j'avais beaucoup d'interviews et énormément de travail d'écriture, puisque je prépare le tome 1, donc de la collection de la Table Rouge qui paraîtra, je pense, en septembre. Donc c'est à chaque fois un travail considérable, même si j'ai énormément de matière sous la main pour le faire. Je suis impatient de le publier et vous verrez, il va considérablement renforcer et compléter, même si ce ne sont pas des suites, ce sont vraiment chaque roman est un voyage et je dis bien roman parce qu'il y a un côté romancé en fait qui permet parfois d'être plus pédagogique dans ces livres et l'idée c'est pas d'apporter des réponses, c'est pas de poser des questions, c'est aider chaque lecteur à réaliser à quel point il a en lui à la fois les questions, les bonnes questions en fait qui lui conviennent à lui. Et il a une autonomie pour trouver ses réponses. Voilà. L'idée, c'est que les livres deviennent des compagnons. Aujourd'hui encore, j'avais le message de quelqu'un qui me disait avoir offert le livre à sa mère et depuis avoir trouvé que sa mère avait considérablement changé et que les discussions sur tous les sujets avaient vraiment évolué et que sa mère s'était plongée dans une seconde lecture du livre Fiat Veritas Spiriat Mundus. Voilà, je vous souhaite une bonne vidéo. Alors merci pour ceux qui peuvent de booster cette vidéo. Merci de la partager, merci de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et de la commenter pour me dire si vous avez trouvé intéressante cette interview donc pour un grand média international. Je vous dis à très bientôt. Zone de contact, une émission de Spoutnik Afrique. Africaines, Africains, bonjour et bienvenue sur Radio Spoutnik Afrique. Derrière le micro, c'est Anthony Lefebvre et l'émission Zone de Contact pour vous accompagner. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Le nouveau missile russe Sarmat a réussi son tir. Un analyste français analysera les caractéristiques de cette nouvelle arme. Mesdames, Messieurs, je vous rappelle que vous écoutez Radio Spoutnik Afrique et l'émission Zone de Contact présentée par Anthony Lefebvre. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent à cet instant. La défense russe a notifié à Vladimir Poutine que le tir du missile Sarmat a été une réussite. La puissance de cette nouvelle arme est supérieure à 4 fois de celle équivalente en Occident.
La portée du missile Sarmat peut dépasser 35 000 km. Il peut se déplacer non seulement selon une trajectoire balistique, mais aussi selon une trajectoire suborbitale. Il surpasse les défenses antiaériennes existantes et futures et sera placé en état d'alerte opérationnel d'ici à la fin 2026. Au micro de Spoutnik Afrique, l'analyste français Bertrand Scholler a analysé les caractéristiques du nouveau missile russe Sarmat. Vladimir Poutine s'est vu notifier par l'armée russe que le tir du missile Sarmat a été une réussite. On apprend que la puissance de ce nouveau missile est 4 fois supérieure à celle de tout équivalent occidental. Quel message faut-il voir pour les pays occidentaux ? Alors, d'une part, en termes d'arsenal nucléaire, la Russie était déjà très largement équivalent à ce que peuvent avoir les Américains. Mais le Sarmat était un missile qui était attendu depuis quelques années, d'une part parce qu'il a une portée considérable. C'est un missile balistique qui est annoncé avec une portée de 35 000 km, donc il fait quasiment le tour complet de la Terre, qui est effectivement 4 fois supérieur à tout ce qui existe dans les arsenals des différents pays adversaires. Mais c'est surtout un missile qui est inarrêtable par aucun système de défense existant ou en préparation. Parce qu'en réalité, la puissance, on l'a vu par exemple avec les missiles iraniens, où la portée est haute, c'est intéressant, mais si c'est arrêté à 90% des cas par des systèmes de défense antiaérienne, ça perd un peu de son intérêt vu le prix de ces missiles. Mais là, on a un missile dont la vitesse et le fait qu'il libère dans sa phase d'approche 12 têtes autonomes, ça le rend complètement inarrêtable par les systèmes de défense. Donc pour les Russes, c'est un message très clair aux Américains, puisque c'est clairement un missile qui a été conçu pour frapper n'importe quelle partie du territoire américain à tout moment, et qui sera en service opérationnel d'après les déclarations des derniers jours avant la fin de l'année. Ça veut dire qu'il va y avoir un régiment qui sera équipé de missiles Sarmat. Ça veut dire que le dernier test a lieu à un moment où la production est déjà très avancée, parce que c'est des missiles qui sont grands comme des fusées, donc ça se fabrique pas en quelques jours. Mais justement, vous venez à l'instant d'évoquer toutes les caractéristiques de ce nouveau missile. Comment la Russie a-t-elle pu parvenir à élaborer une arme aussi puissante ? Alors, je pourrais dire en plaisantant qu'elle avait fait beaucoup de stocks de machines à laver au cours des dernières années, puisque en France et en Europe, on nous racontait qu'il fallait absolument interdire l'export de machines à laver vers la Russie, ce qui est d'une certaine manière un crime de guerre, puisque ça touche uniquement le grand public. Et pour justifier, c'était de dire non, mais les Russes les achètent pour les démonter et ils utilisent ça pour faire des fusées. Donc ce que la Russie montre, c'est que indépendamment de la technologie occidentale, ils ont réussi au sein de l'appareil militaire russe à développer l'essentiel des composants nécessaires pour de telles fusées. Et c'est très important, puisqu'on a vu avec ce qui s'est passé, que ce soit pour l'Iran ou pour le Liban, les chaînes de production sont infiltrées, et c'est le fameux attentat au pager ou la prise de contrôle des caméras de Téhéran. Donc les Russes se sont rendus autonomes, mais continuent cependant pour les drones à utiliser, puisque parfois les drones sont récupérés plus ou moins intacts. Donc pour les drones qui sont des armes importantes, mais produites en grand nombre, les Russes en revanche continuent à utiliser autant que possible des technologies pas chères qu'ils réussissent à avoir en Chine ou ailleurs. Mais pour ces fusées, la Russie est complètement autonome. Et de toute façon, depuis toujours, pour l'espace, puisqu'en fait ces fusées, c'est des missiles qui vont dans l'espace à un moment de leur parcours, la Russie reste en avance dans la conception des moteurs et dans la conception des charges nucléaires. On se rappelle, il y a quelques mois, je crois qu'on en avait parlé ensemble, que la Russie avait fait le premier vol d'un missile à propulsion nucléaire. Donc, ce qui montre vraiment l'avance considérable de la Russie
sur toutes les pistes possibles. Donc, dans l'hypersonique avec Oreshnik, maintenant dans les missiles balistiques très puissants à très longue portée, puisque la portée d'Oreshnik, c'est entre 2000 et 3500 km. Donc là, ça va 10 fois plus loin. Et il y a véritablement pas d'équivalent. C'est ce qu'on appelle la stratégie de la main morte. C'est-à-dire que si jamais un adversaire prenait le risque avec ses sous-marins ou avec ses avions stratégiques de bombarder la Russie, et ben de quelque part en Russie pourrait partir ce type de missile, même si le commandement russe a été atteint, qui détruirait quasiment la moitié des États-Unis. C'est-à-dire que 12 charges nucléaires Sarmat, aussi puissantes qu'elles sont, c'est la moitié d'un pays de la taille des États-Unis qui serait considérablement détruit. Alors, Vladimir Poutine a également déclaré que la Russie a été contrainte de réfléchir à la manière d'assurer sa sécurité stratégique après le retrait des États-Unis du traité ABM. Pourquoi la Russie et les États-Unis ne parviennent pas à se mettre d'accord sur ce sujet ? Alors, ils se mettent d'accord sur aucun sujet. Donc, ils se mettent pas d'accord sur les conditions de paix en Ukraine. Ils se mettent pas d'accord sur le fait de laisser l'Iran libre, entre guillemets, puisqu'il y avait des accords d'Alger en 80 qui empêchaient les Américains, qui interdisaient aux Américains d'intervenir en Iran. Et ils se mettent pas d'accord sur grand-chose. Et surtout, en fait, on pouvait croire que Trump avait l'image d'un président de paix, puisque pendant son premier mandat, il n'avait pas déclenché de guerre. Mais on voit bien que tout a changé et il est devenu un président hyper belliciste. Et le futur budget du Pentagone, c'est 1500 milliards de dollars. Donc, pour donner une idée, les 1500 milliards de dollars, c'est le budget de la France intégralement. Donc, on n'est pas du tout dans une période d'apaisement. On est dans une période où un pays, les États-Unis, bras dessous avec Israël, et malgré parfois les apparences avec les pays européens de l'OTAN, veut totalement renforcer son hégémonie. En fait, veut la sauver face au nouveau bloc qui était en train de se créer avec Russie, Chine, Iran. Donc on est, en fait, c'est une fuite en avant folle, et le nucléaire est un des éléments de cette fuite en avant folle. Mais il y a aussi l'intelligence artificielle, la biologie de synthèse, tout ça. Et on voit, je ne sais pas si vous en entendez parler en Russie, mais ils nous refont le scénario d'un virus terrible qui est en train de se répandre, puisque tous les jours, ils nous annoncent des nouveaux cas contacts. On est rentré dans une nouvelle peur. C'est-à-dire que les gens commencent à en parler, même dans les marchés, dans les villages, en disant « mais je crois que ça pourra arriver dans le village, je crois que ça, donc le nucléaire est une des composantes de cette folie d'un monde qui peut se détruire de dizaines de manières différentes à tout moment. Et la Russie, en créant une arme de cette force, essaie de faire passer un message qui remet la dissuasion au cœur de la table. C'est-à-dire qu'il dit aux Américains, ne vous faites aucune illusion. C'est-à-dire, même si vous réussissez à corrompre un chef de sous-marin, un peu sur le modèle d'Octobre Rouge, même si vous réussissez à corrompre des chefs militaires comme vous avez pu le faire dans d'autres pays, même si, cette arme, si jamais vous dépassez une limite, détruira votre pays. Et c'est ça le principe de la dissuasion. Le problème, c'est que ça n'est pas compris. La Russie a lancé Oreshnik 2 fois, et pourtant les pays européens continuent à considérer qu'ils peuvent s'armer pour une guerre contre la Russie. Donc on est dans un monde de fous en fait, avec des psychopathes qui n'entendent rien, en fait, qui veulent sans cesse pousser plus loin un espoir que la Russie n'appuiera pas sur un bouton, histoire de montrer de façon définitive que il fallait écouter et que cette fois il y a quelque chose qui se passe et de très violent. Donc on approche sans cesse de ce moment-là en fait. La Russie mène des travaux visant à créer, je cite, des systèmes prometteurs sans équivalent dans le monde.
Elle poursuit le travail visant à perfectionner le missile de moyenne portée Kinjal, notamment pour améliorer la précision de sa version non nucléaire. Nous mettons progressivement en œuvre le programme de développement de nos forces nucléaires. Fin de citation, c'est ce qu'a conclu Vladimir Poutine. Pourquoi la Russie doit poursuivre son programme de développement de ses forces nucléaires ? Et en fait, la Russie a des ennemis très déterminés, non seulement à ses marges, et on a l'exemple évident de l'Ukraine, mais il n'y a qu'à regarder l'attitude des États baltes, l'attitude très ambiguë de l'Azerbaïdjan. Je rappelle qu'il y a de plus en plus de doutes sur la position de l'Azerbaïdjan vis-à-vis de la Russie. Peut-être un jour des inquiétudes plus fortes vis-à-vis de l'Arménie, vis-à-vis du Kazakhstan. Enfin, et c'est une guerre hybride totale. Donc la Russie a besoin de missiles très puissants pour dissuader ces pays-là, en leur disant voilà, on ne refera pas de guerre comme l'Ukraine. Le prochain d'entre vous qui joue à ce jeu-là, on ne considérera pas que c'est un pays frère et on sera beaucoup plus ferme. Pour les pays européens, le Kinjal, c'est l'arme parfaite. Dans sa version non nucléaire, ça permet de faire passer des messages très forts, sachant que Oreshnik, c'est un peu une forme d'équivalent à charge nucléaire, mais déjà rien que la kinétique d'Oreshnik est très destructrice. Et donc maintenant, le Sarmat, enfin la nouvelle version du Sarmat, pour atteindre partout dans le monde des ennemis déterminés. C'est-à-dire que même le fin fond de l'Australie, de la Nouvelle-Zélande, il n'y a pas un seul endroit sur Terre protégé de la Russie. Ce qui veut bien dire que la Russie n'a aucune intention belliqueuse, puisque ce ne sont pas du tout des armes tactiques. Là, on est vraiment dans des armes stratégiques de dissuasion. Donc la Russie a toute la panoplie, mais elle a aussi les moyens d'envoyer des vecteurs. Donc, ces missiles peuvent partir des cosmodromes et du centre de la Russie facilement. Mais la Russie a des sous-marins nucléaires, la Russie a des bombardiers stratégiques. Donc, il n'y a aucun type d'armement dans lequel la Russie n'est pas hautement compétitive. Le seul domaine peut-être dans lequel il y a une domination américaine, c'est le nombre de porte-avions. Mais quand vous parliez des Kinjal, les Kinjal sont, quand Vladimir Poutine parle de précision, clairement, c'est une manière de dire le Kinjal pourrait, à 2000 km de distance, atteindre un porte-avions et couler un porte-avions avec un seul missile. Ça a toujours été la stratégie des Russes de dire les porte-avions sont obsolètes face à des missiles très rapides et qui ont les bonnes indications pour la cible. Et clairement, le Kinjal, c'est l'arme anti-porte-avions parfaite. C'est-à-dire que les Russes pourraient tirer un Kinjal de leur territoire et atteindre n'importe quel navire dans le Golfe Persique ou dans la Méditerranée ou ailleurs. C'est ça le message de Vladimir Poutine, je pense. C'était à l'instant sur Spoutnik Afrique l'analyste français Bertrand Scholler. Il a analysé avec nous les caractéristiques du nouveau missile russe Sarmat.